Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors en fait c'est vous qui nous recevez ici dans les bureaux de l'Assemblée nationale pour ces entretiens de stratégie française. Jean Lassalle, j'hésite à vous présenter parce que tout le monde vous connaît. Vous êtes né à Lourdes-Sichères et vous êtes donc Lourdes-Sichères dans la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une commune dont vous avez été maire pendant 40 ans. Vous êtes député depuis 2002 de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques et bien évidemment vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2017. Vous êtes d'une famille de bergers, vous avez été vous-même berger et vous avez 4 enfants. Dans vos faits d'armes, si on peut parler comme ça, eh bien vous avez fait une marche de 5500 km à travers la France, à la rencontre des Français, à la rencontre du peuple, on peut dire. Moi, j'ai une première question par rapport à ça. Vous avez fait un rapport de cette marche qui retranscrit bien les attentes des Français. Moi, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même à travers cette marche ? D'abord, je voudrais vous remercier beaucoup d'être venu, mais pas seulement, d'avoir pensé à moi. Et qu'un média du milieu de l'entreprise, de la formation, s'intéresse à mon parcours, ça me fait énormément plaisir. Donc merci. Mais vous avez été chef d'entreprise, aussi, hein? Aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Disons que j'ai plutôt eu une forme de confirmation et j'ai plutôt été rassuré sur moi. Hein? Oui. Parce que quand j'ai commencé, je ne savais même pas si j'étais capable de faire 10 km. J'étais extrêmement fatigué à ce moment-là. J'avais eu que des emmerdes. Et quand vous avez que des emmerdes, vous savez, vous n'êtes pas bien. J'avais beaucoup réfléchi sur le bien fondé de cette démarche. Je m'étais dit, tu vas te faire ridiculiser, et tu vas ridiculiser ta famille. Et une fois de plus, c'est mon épouse, Pascal, et les enfants qui vont trinquer, etc. Et je me demandais, d'abord, sur le plan physique, parce que c'est quand même... Si j'avais abandonné au bout de 3 jours, bon, remarquez, il n'y avait pas grand monde qui le savait non plus, hein, donc c'était pas non plus une catastrophe. Mais vis-à-vis de moi, c'était un échec considérable. Et ensuite, je me suis rassuré sur le fait que je pouvais écouter très longtemps, et sans que cela me pèse. Je pouvais aussi prendre de bons engueulons, sans que cela ne m'affecte trop. Ça affecte quand même. Mais j'arrivais à trouver des mots non violents, enfin, pour calmer. Et ça change radicalement l'attitude. Et enfin, je me suis rassuré sur un plan plus large de ma vie en disant que rien de mal ne m'arriverait parce que faire ça, c'est similé, j'aurais été appliqué 9 mois, que mon épouse, qui ne comprenait pas très bien quand même, le bien fondé de l'affaire, et mes proches, finalement, l'admettent, finissent par comprendre, surtout quand j'ai publié le livre, mais elle bien avant, et le rapport. Je me suis dit que nous avions une capacité phénoménal et non utilisé de recréer du lien et d'écouter. Alors on va développer tout ça. Jean Lassalle, vous avez également fait à un certain moment, en 2006, une grève de la faim pour sauver le maintien de l'usine Toyal dans votre circonscription. Vous avez, dans les faits d'armes, effectivement chanté Sé canto face à Nicolas Sarkozy, qui voulait retirer des effectifs à proximité du tunnel du Somport. Tout ce parcours fait de vous une personnalité atypique du paysage politique français
et atypique, mais ce côté atypique et un peu rugueux est reconnu. Je veux dire, vous avez des éléments de sondage de notoriété qui sont assez favorables, et je pourrais commencer par vous féliciter parce que le sondage sorti dans le journal du dimanche du week-end dernier fait apparaître que selon les scénarios proposés, vous atteignez jusqu'à 4% des intentions de vote. Sachant que lors de la dernière présidentielle, les sondages ont donné la moitié de ce que vous avez eu, vous pouvez aujourd'hui, au départ d'une potentielle candidature, espérer avoir donc 8%. Alors, ceci étant dit, j'aimerais qu'avec vous, on évoque la campagne présidentielle de 2017. Cette campagne présidentielle de 2017, eh bien, elle vous a confronté à 4 sortes d'obstacles, de résistance. C'est le pouvoir des médias, le pouvoir des sondages, c'est la quête des parrainages et la question du financement. Qu'est-ce qui, dans ces 4 pouvoirs qui se sont exprimés face à vous, vous a le plus marqué? Je subodorais tout ça, parce qu'on ne fait pas impunément 40 ans de politique. On ne s'installe pas à son compte après avoir été berger en créant une entreprise où j'avais quand même pratiquement une dizaine d'ingénieurs à un moment donné, parce que je ne l'étais pas moi-même, sans être un petit peu averti de la vie. Mais je ne pensais pas qu'on était descendu si bas, parce que je me suis républicain convaincu, je m'étais fait, j'avais idéalisé la République, l'art de la démocratie, que la France aime tant, la France excessive en tout, qu'on l'aime, mais qui se passionne pour des débats, qui se précipite aux urnes lorsqu'elle a à trancher entre des projets qui sont vraiment des projets. Et ma grande déception était de voir à quel point nous étions rendus. C'est peut-être d'abord... bon, je ne suis pas tellement venu sur le plan politique, c'était une élection très moyenne sur le plan politique. Quand on voit les personnages que nous étions, même parmi les plus huppés, on était quand même loin des grands hommes ou femmes qui se sont affrontés. Donc là, j'ai pas eu de mal. Et puis, bon, j'ai été très surprenant. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire que on se dit, à partir du moment où quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle, tous les projecteurs se braquent sur la personnalité. On s'attend à ce qu'il y ait un buzz de médias autour de vous. Je crois que vous êtes déclaré en 2016. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rien. Comment ça, rien? Je fais une émission à Europe 1. Je me suis déclaré le 7 avril 2016. Et j'ai eu, je crois, le 10 avril, une émission à Europe 1. Ensuite, j'ai eu droit à un reportage de l'Express sur 14 pages. L'Express a la capacité à publier Pau, par exemple, dont tous les Palois, à la une, achètent et tous les Béarnais en disant qu'est-ce qu'on est important. L'Express... Mais Marseille, il y a le même et Lille, un autre, oui. Et bien là-dedans, quelle n'a pas été ma stupéfaction de constater que l'Express, à qui j'avais rien fait de mal, me semble-t-il, et que j'ai même lu pendant plusieurs années, m'avait taillé en pièces sur 14 pages, mais alors d'une manière quand même assez bien faite, parce que en racontant des anecdotes que tout le monde connaît chez moi, de moi, mais qui, vu sous l'angle national et parisien, n'avait pas la même, n'avait pas la même connotation. Et du coup, chez nous, ça a été terrible, parce qu'ils ont dit, mais alors finalement, notre Jean Lassalle, qu'on croyait avec ses petits avatars, etc., mais tout le monde le connaît, c'est encore pire que ce qu'on imaginait. J'ai trouvé ça assez sordide. Et puis, je ne sais pas, aussi, un autre journal qui m'a descendu sans même m'interviewer.
Et puis, il a fallu attendre 9 mois pour que je sois invité à une émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, qui est pas celle qui s'est le mieux passée de ma vie, mais moi j'étais assez content de ce que j'avais fait. Je venais d'aller voir Bachar el-Assad à Damas, et vous imaginez bien que ça faisait... Donc je pense que d'une certaine manière, ça a été aussi bénéfique parce que ça a rappelé soudainement que j'étais candidat. Parce que lorsque j'avais fait acte de candidature, ça avait créé quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais plus de 300 signatures au 15 juin de maire. Elles arrivaient spontanément. Il en est arrivé 80 dans les 10 jours qui ont suivi. Donc ça correspondait quand même à une réalité. Puis l'été est passé par là, et quand on s'est retrouvé au 20 septembre, c'est le moment où tout le monde fait la rentrée, et il m'en restait peut-être une petite soixantaine. Tous les autres avaient reçu la visite du préfet, du député, enfin on n'avait pas quand même parrainé Jean Lassalle, mais vous imaginez la vision de votre commune, et attention, vous êtes à la mi-mandat, vos subventions, c'est le maire, etc. Donc il a fallu attendre Laurent Ruquier, une double émission d'ailleurs, on s'est vraiment fauté. Et puis je n'ai vraiment vécu ma campagne que dans les 15 derniers jours où le monde de la radio et télévisuel est obligé de vous mettre à peu près à parité. J'avais un tel retard qu'on me suivait partout. Le problème, c'est qu'on oubliait de passer beaucoup d'images et que, bon, le début de ma folklorisation, de ma lassalisation, enfin, c'est là que j'ai commencé à être dans la salisée, verbe du premier groupe. Vous savez, je la salise, etc. Donc, totalement marginalisé. Ça m'a profondément choqué parce que je me faisais une très grande idée encore de la presse de mon pays, que je considérais comme résistante au système qui s'est imposé sur nous. Et j'ai découvert qu'elle était en pleine collaboration et qu'elle nous avait au moins rejoint, nous les politiques, nous c'est plutôt sur le plan de la lâcheté, mais elle nous avait rejoint et certainement dépassé. Alors, en observant un peu votre parcours et vos différentes actions, on est entre nous, Jean Lassalle, je me demande s'il n'y a pas une taupe dans votre parti, une taupe d'Emmanuel Macron. Parce que finalement, en 2013, vous faites une marche à travers la France, et puis en 2017, Emmanuel Macron invente le concept des marcheurs pour faire son projet. Dans votre livre « Aurore ou crépuscule », vous proposez la mise en place d'un commissariat au plan. C'était écrit avant le Covid. Et à la rentrée, on nomme François Bayrou commissaire au plan. Enfin, peut-être qu'Emmanuel Macron, voyant le danger Lassalle venir, s'est dit qu'il fallait trouver quelqu'un des Pyrénées. Et il a nommé, donc, avant l'été, Jean Castex, le maire des Pyrénées-Orientales, qui pourrait paraître, je ne veux pas dire un clone, mais en tout cas géographiquement apparenté à Jean Lassalle. Est-ce que finalement vous ne craignez pas d'être banalisé par l'intelligence politique de Emmanuel Macron? Écoutez, c'est la première fois que quelqu'un me pose la question aussi clairement. Et je vais vous dire, vous me faites énormément plaisir. Pas un plaisir d'ego, parce qu'après tout, j'ai quand même dépassé un peu l'âge, même si, vous savez, tous ceux qui sommes un peu pas avons un ego très très développé, en fait ça fait plaisir. Bon, je vais vous dire, non, je n'ai pas, je pense pas qu'Emmanuel Macron est un espion. Emmanuel Macron est un homme très intelligent, mais ça je l'ai vu tout de suite. D'ailleurs, un soir où je débattais avec Emmanuel Valls, à propos de la création des grandes intercommunalités, on se fâchait et je lui ai dit, écoutez, cher monsieur le Premier ministre, attention, jeune homme qui est assis à côté de vous, et ça doit être à la télé puisqu'on garde tout, parce que vous avez fini, vous, et vous pouvez dire au patron de l'Élysée aussi, c'est terminé, c'est lui.
Donc il n'avait pas du tout annoncé sa candidature. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma marche, j'ai écrit mon livre, ça a pris un certain temps. Nous avons rédigé avec une amie, une collaboratrice, qui est une collaboratrice depuis, le rapport que nous avons statistisé pour que ça veuille dire quelque chose sur le plan national. Et j'étais remettre de tout à François Hollande à l'Élysée qui m'a reçu à déjeuner. Et il y avait déjà ce jeune homme qui est le seul qui est porté véritablement de l'intérêt à tout ce que j'ai raconté et qui a pris d'ailleurs les documents. C'était Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, c'est vrai, vous avez raison, il a attendu un petit peu, puis quand le moment est venu, il s'est levé dans son salon, il a fait 2 fois le tour, et il a dit « en marche ». Et ça a marché. Ouais. Et le seul problème, c'est que je n'ai pas un seul droit d'auteur là-dedans. Ouais. Parce qu'après, je pense qu'il y avait à peu près tout, hein. C'est-à-dire le rassemblement, le fait d'écouter beaucoup de maires, le fait de dresser un grand projet national. Il y avait même les cahiers de l'espoir. Même le Parti communiste me les a pris aussi, enfin tous les mouvements. Voilà, bon, de ce côté-là, au moins, voilà. Et je découvre tous les jours, je comprends. Et Jacques est beaucoup plus au courant que moi parce qu'il suit l'actualité. Mais ça, bon, écoutez ça. Okay. Merci de l'avoir observé. Alors, Jean Castex, vous le connaissez, vous l'avez pratiqué. Est-ce qu'on se parle entre les vallées des Pyrénées? Alors, Jean Castex, vous savez, d'origine, il est gersois, donc il n'est pas très loin de chez moi. Il était plutôt du côté de Vic-Fezensac. Je dois confesser que j'ai dû l'apercevoir 2 ou 3 fois avant, mais c'est toujours pareil. Quand vous ne savez pas qui c'est, bon, vous rencontrez des gens. Bon, disons que j'ai jamais été ému en le rencontrant auparavant, en me disant, tiens, je sens quelque chose qui me touche, voilà. Puis il a été nommé Premier ministre. Bon, j'ai découvert que lui, c'était plutôt bien qu'il ait cet accent, qu'on ne m'avait jamais reproché d'ailleurs auparavant, parce que j'ai quand même fait à peu près tous les plateaux de télévision, j'ai été présenté sur tous les médias de droite et de gauche, jusqu'au moment où j'étais candidat à la présidentielle. Voilà. Puis je l'ai rencontré à 2 reprises. La première fois, il est venu me saluer très gentiment, je voulais le saluer aussi. Et une deuxième fois, parce que j'avais été manifesté à Benac. Vous savez, c'est une petite commune de la Dordogne qui veut faire une déviation, c'est un village des plus beaux de France. Seulement, ils veulent faire une déviation, qui d'ailleurs ne se voit pas parce que c'est en Dordogne, il y a quelques habitations puis des arbres partout. Et ça ne se voit même pas, mais seulement à l'intérieur du village, les camions se touchent, les autobus, c'est invivable. Alors que c'est beau comme tout. Et il y avait donc l'autorisation du Premier ministre, donc dans mon discours là-bas, j'ai eu quelques mots assez vifs à l'égard du Premier ministre, et surtout du Président de la République, qui quelques jours avant avait déclaré aussi, il y avait un problème en Dordogne, il est réglé. Et la préfète qui avait donné l'ordre de commencement des travaux. Et alors il est venu me dire en disant, heureusement que je n'étais pas Premier ministre à l'époque. Donc j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour, et je le trouve plutôt sympa, et plutôt à l'écoute. Alors, merci Jean Lassalle. J'aimerais qu'on passe au sujet de fond que vous abordez dans votre ouvrage récent, Aurore ou crépuscule. Vous avez écrit cet ouvrage avant la crise du Covid, et pour aller tout de suite au cœur du sujet, vous parlez de notre société actuelle comme gangrénée par une forme de totalitarisme mou. Qu'est-ce que c'est que ce totalitarisme mou que vous identifiez, que vous diagnostiquez? Vraiment, décidément, je ne vous connais pas tellement, on va dire, mais je vais être obligé de vous féliciter toutes les 3 minutes parce que vous me bluffez. Attendez, vous aurez les questions plus difficiles après. Non, mais peu importe. Et quand on fait l'interview, il faut tout accepter. Mais vous avez lu mon livre. Et vous en parlez comme quelqu'un qui l'a lu.
parce que vous n'avez même pas besoin de consulter vos notes pour dire ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que nous étions rentrés depuis une trentaine d'années en dictature. Mais ce n'est pas une dictature telle que celle que nous avons connue, les anciennes par exemple, avec des immenses oriflammes aux frontières, des voix nasillardes dans des micros incompréhensibles, des pas de loi au pas cadencés, des trains qui partaient vers des destinations immondes et inconnues. Non, c'est autre chose. C'est qu'à la chute du mur de Berlin, je crois, c'est à ce moment-là, nous vivions, tout au moins l'Europe de l'Ouest, dont faisait partie la France, dans ce qui était un véritable modèle démocratique. Peut-être à l'égal d'Athènes, peut-être supérieur, parce qu'Athènes, il y avait quand même des esclaves, et les femmes n'étaient guère considérées. C'est une époque où on votait beaucoup, et passionnément. Pourquoi? Parce qu'il y avait un débat qui à chaque fois apparaissait comme à la vie, à la mort, et les Français aiment ça, et les autres pays voisins aussi. Alors chez nous, ça s'était cristallisé gauche-droite. Et encore plus avec le PS, dont François Mitterrand, après avoir porté la Francisque, avait pris la tête, et c'était vraiment le plus socialiste du monde socialiste. D'ailleurs, c'était un président brillant, en apparence. Et ensuite, vous aviez la droite. Alors, la gauche progressiste, moderne, et qui partage. Et puis la droite, rigide, la sécurité, mais aussi une forme de libéralisme. Mais le dernier match qu'on a eu, c'est Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand en 1981, avec une telle passion. Et les Français ne s'étaient pas trompés, ils se sont rendus aux urnes à pratiquement 87%, si mes souvenirs sont bons, pour les voter. Mais depuis, tout le monde s'est succédé au pouvoir, d'une manière assez rapprochée. Par 3 fois, nous avons même fait mine de le partager avec les cohabitations, ce qui fait que nous avons tous fait les mêmes choix. Et nous sommes passés, en oubliant d'en avertir quand même nos compatriotes et les concitoyens, sans lesquels nous ne sommes rien, parce que nous sommes au pays dont le peuple s'est déclaré souverain, ce pays étonnant, qui a trouvé la force de commettre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a trouvé des termes absolument indéfinissables, liberté, égalité, fraternité, et quelques années, un siècle plus tard, laïcité, à tel point que nous sommes perçus comme un peuple universaliste, porté par une langue hors du commun, très difficile, mais qui est porteuse d'indépendance d'esprit. Et nous avons choisi de filer le train, c'est pas si simple que ça, mais des Américains, c'est-à-dire, au fond, portes ouvertes aux grandes fortunes, sans calcul, sans quoi que ce soit. Nous leur avons tout laissé. Ils ont commencé par récupérer le pouvoir politique, comme, bien entendu, le fait tout occupant. On l'avait déjà fait à l'époque, hein. On avait mis à Vichy, et puis ensuite, il n'a pas été très difficile de récupérer, mais ça a été une grande surprise, le pouvoir de la chronique, le pouvoir des médias, celui qui informe le peuple et qui corrèle. Alors justement, vous parlez du peuple, et on va parler de ce que vous appelez la conscience des peuples qui justement se réveille face à ce totalitarisme mou. Et vous allez peut-être encore me remercier, mais je trouve que dans votre livre, Aurore au crépuscule, les plus belles pages sont celles où vous évoquez la conscience du berger. Cette conscience du berger, c'est celle qui, dans l'air du temps, dans l'aurore du petit matin, dans le bruit qui est dans la montagne, permet au berger d'identifier le danger qui vient ou la bienveillance qui l'entoure. Et vous faites à partir de là de magnifiques pages sur cette conscience du berger que vous extrapolez à la conscience du peuple. Pouvez-vous nous parler de ce que vous appelez cette conscience du peuple et peut-être d'où vous vient cette conscience du berger?
En fait, je ne saurais pas tellement l'expliquer. En tout cas, c'était une des explications favorites de mon père et de mes oncles, dont la moitié était gaulliste et l'autre moitié communiste. Parce que du côté de papa, c'était dans le gaullisme de résistance. Du côté de maman, il n'y avait que des sœurs, dont une par bonheur avait épousé mon père et les autres des réfugiés espagnols. Donc j'ai été bercé là-dedans et dans l'idée. Et pour mon père, c'était très important parce que, issu d'une très longue souche de berger, on est berger de père en fils et vice-versa, il se piquait, tout comme un oncle qui n'était pas marié, qui était plus cultivé que lui, un peu pour l'histoire et l'antiquité. Et il pensait notamment que les bergers, avant d'avoir eu la charge d'un troupeau de brebis ou de buffles ou de tout ce que vous voulez, avaient reçu un peu comme mission, sans le savoir, ils le ressentaient eux-mêmes, la mission d'avertir de proche en proche d'abord, de loin en loin ensuite, du péril imminent. Il devait partir parce qu'il le ressentait. Et vous avez fort bien dit la manière dont il le ressentent. Et moi j'ai pris un autre exemple. En plus, j'ai dit, il y a le frisson indescriptible ou le petit quelque chose sur le bras qui hérisse sur votre poil ou sur chire. Vous savez là que au fond, ça va changer. Et très vite. Vous êtes sous un soleil magnifique, quelque part entre calcaire et azur. Vous êtes sur une mer d'huile, sur un petit bateau de pêcheurs. Parce que les pêcheurs et les bergers sont les hommes qui sont le plus en relation avec la nature, dans ce qu'elle a de plus extraordinairement sublime et dans ce qu'elle a de plus effrayant. Et les deux ressentent cela, et ils savent que s'ils ne réagissent pas, 3/4 d'heure après, la foudre s'abattra sur eux et leurs troupeaux, et le bateau passera sous les flots. Alors, de cette allégorie de ce vécu, moi j'aimerais vous parler d'un intellectuel anglais qui s'appelle David Goodhart, qui vient de publier un essai qui s'appelle « La tête, la main et le cœur ». La tête, la main et le cœur. Et cet essayiste dit que ces dernières décennies, le pouvoir a été donné aux élites cognitives, donc plutôt de la tête. Et cet intellectuel dit les crises que nous connaissons vont rééquilibrer le pouvoir en faveur de ceux qui sont dans la main, le travailleur manuel, le travailleur de la proximité, et à ceux qui seront dans le cœur, c'est-à-dire les fonctions soignantes, l'hôpital, la santé. Il a écrit lui aussi cet essai avant la crise du Covid. Est-ce que finalement la conscience du berger dont vous parlez n'est pas un guide utile pour les temps nouveaux? D'abord, il faut que je dise à M. Goudard, parce que je me retrouve totalement dans ce que vous dites de lui. Peut-être même que je le rencontre, mais il doit être très occupé. Je pense exactement cela. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire si l'attitude va changer du cognitif pour passer à la main. Mais ce que j'ai toujours entendu dire, et ce dont je me suis fait une conviction, c'est que pour assumer d'abord une vie d'homme au sens large, vie de femme, et à plus forte raison de responsabilité, parce que pour devenir un homme politique, un chef d'entreprise, un journaliste, un magistrat, il faut avoir une envie énorme de servir, il faut avoir une ambition bien placée, et il faut consentir d'énormes sacrifices, partir le soir, alors que c'est sympa à la maison, qu'il fait bon et qu'il fait chaud. Et moi, je pense que à ce niveau-là, l'idée que je me suis faite,
c'est que si l'on accède à des responsabilités suprêmes importantes, il faut avoir un cœur qui soit un vrai volcan à éruption, capable d'envoyer jusqu'à la dernière de vos cellules la lave rouge de votre passion. Et en même temps, il faut un cerveau qui régule et qui soit aussi froid qu'un iceberg qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 20 milliards d'années. Et il faut l'intelligence d'une main qui, à partir de rien, peut tout faire. Et il me semble qu'aujourd'hui, tout au moins en ce qui concerne les responsables politiques que nous sommes, nous n'avons aucun de ces trois atouts. Nous les avons tous perdus. C'est notre cerveau qui dit n'importe quoi au moment où il faudrait plutôt laisser le cœur faire son travail. Alors, et la main, elle ne sert plus à rien, puisque personne n'a de considération pour que ceux qui se servent de leurs mains, hélas. Alors, quelque part, en vous écoutant, on trouve les accents du Jean Lassalle philosophe. On sait que vous êtes amateur de philosophie. Dans votre ouvrage, à un moment, vous évoquez l'homme moderne qui est né de père inconnu. C'est une citation d'Emmanuel Lévinas. Vous parlez de cet homme moderne né de père inconnu, donc qui a perdu le sens de ses racines, à propos de l'agriculture. Donc là, quelque part, on rejoint la main. Dans votre ouvrage, pour parler de l'agriculture, vous commencez par une scène saisissante qui est celle du suicide d'un agriculteur. Vous avez voté cette semaine la loi sur les néonicotinoïdes en argumentant le fait que vous deviez défendre les agriculteurs. Pouvez-vous nous parler de cet aspect-là? Oui, votre question est difficile parce qu'elle a beaucoup d'entrées, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt d'une excellente question. Alors, parlons peut-être de la dernière partie. J'ai voté pour qu'on réutilise de nouveau ces machin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça en carafe au dernier moment des hommes qui ont tout investi dans l'année pour récolter leur betterave, qui est quand même pour l'instant un des secteurs qui tient le coup. Il y a 43 000 emplois derrière, avec la filière sucrière. Or, vous savez, on a beau dire ce qu'on veut, mais vous savez, avec mon épouse, nous faisons le potager et nous avons un parc avec des fleurs, un petit peu, etc. Mais nous avons passé des fois, quand nous avons le temps, un après-midi entier, à arracher des herbes, vous savez, à enlever les chenilles, etc. Nous n'avons pas fermé le portail, que déjà l'herbe pousse toute seule, et les chenilles font oui, elles disent rien du tout, mais elles arrivent, quoi. Bon, donc, le grand problème, ça me permet d'avoir une autre idée, d'émettre une autre idée, c'est que fin des années 80, nous consacrions encore 4% de notre budget à la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et nous avions de grandes maisons, CNRS, je ne vais pas tous les citer, mais nous avions aussi une conscience de recherche très forte dans nos universités, et à tous les niveaux. Et on l'a conjugué avec l'expérience de ceux qui vivaient au quotidien, des chefs d'entreprise ou des ouvriers, mais aussi de ceux qui faisaient de la politique ou toute autre chose pour l'activité du journalisme. Et les deux donnaient à la fois un équilibre et un élan. Aujourd'hui, vous avez vu dans quel état de dénuement que j'avais décrit, vous avez eu la gentillesse de me rappeler, nous a saisi le Covid. Nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a un siècle au moment de la grippe espagnole. Nous avons exactement les mêmes comportements, rien. Et puis,
regardez, nous n'avons plus aucune capacité à mettre en œuvre une forme de comment je devrais dire, de vision, et ensuite lui donner un sens en ce qui concerne par exemple l'intelligence artificielle. Nous l'avons purement et simplement abandonné à ceux qui furent jadis des chefs d'entreprise. Heureusement qu'il en est resté beaucoup qui sont sains de corps et d'esprit, mais là c'est des véritables voyous qui ne font que de l'argent pour de l'argent, des dividendes pour des dividendes, et nous leur avons confié ce qui est le grand enjeu de demain, notamment l'intelligence artificielle, qui permettrait à l'homme de retrouver l'homme. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut être capable de nous parler comme nous nous parlons. Vous m'écoutez d'abord et je suis lent. Je vous écoute après, vous êtes bref et concis, mais nous avons du plaisir à échanger. Mais ça ne se réinvente pas tout seul. Et puis ensuite, ça pourrait nous amener à voir comment on peut transmettre de nos jours l'écrit, le parler, le calcul, la capacité à nous servir d'Internet, qui nous utilise totalement, nous lui confions notre vie, sans payer un sou, puisqu'il se paye sur la bête. Et puis à avoir un petit temps d'avance, peut-être à répondre à quelques questions fondamentales. Quelle énergie pour demain? Le pétrole, on en a ras-le-bol. J'ai envie justement, je saisis la balle au bond de l'énergie, pour vous parler d'écologie. Justement, dans ce débat sur ces pesticides, la question, le débat est entre l'agriculture et l'écologie. Visiblement, vous n'aimez pas trop l'écologie à la Nicolas Hulot. Dans votre ouvrage, vous avez une charge assez sévère contre le WWF, cette organisation porteuse de projets écologiques, fondée par un ancien chef d'entreprise. Alors, si vous critiquez Nicolas Hulot, ça veut dire que vous êtes plutôt des écologistes radicaux. Enfin, on a du mal à vous situer entre ce désir de préserver une agriculture française et le souhait d'avoir une nature la plus écologique possible. Du mal à situer, je pense que c'est exactement l'expression qu'il convient d'avoir sur ce problème, ce point très particulier. Bon, d'abord, je ne veux pas arriver non plus avec Nicolas Hulot parce que nous nous sommes réconciliés. Je lui ai dit, tu vas le payer très cher, mais tu vas retrouver ta conscience. C'est quand je lui ai demandé de ne pas remettre des ours dans les Pyrénées l'an dernier. Et bon, tout le monde a son explication sur son départ, ça y a contribué. J'ai dit, bon, ceux qui t'ont hissé en haut du pouvoir t'en voudront beaucoup, mais tu vas retrouver ta liberté. Je pense qu'il l'a en partie retrouvé, en tout cas pour moi, c'est énormément grandi. Alors, le WWF, j'ai des mots durs, parce que ses fondateurs sont des salopards. Et ils auraient mérité, eux aussi, de passer à Nuremberg. Alors attendez, vous avez des mots extrêmement durs. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? C'est-à-dire que fondateurs de WWF sont deux frangins hollandais, au départ tout va bien, sauf que l'un, bon, les Hollandais, vous savez, comme nous d'ailleurs aussi, ont une propension à visiter le monde. Bon, et même à s'y incruster un petit peu, si nécessaire. Et l'un d'entre eux a visité l'Afrique du Sud et a eu l'idée géniale d'écrire l'apartheid. L'autre, aux États-Unis, parce qu'ils se sont dit qu'il faut quand même visiter là où il se passe des choses, et là où il y a de la potentialité, l'Afrique il y en a beaucoup, a racheté du Nil, la marque de cigarettes. Puis après, il les a rachetées toutes pratiquement, et a eu cette idée exceptionnelle de mettre un adjuvant supplémentaire à la nicotine et au goudron, qui fait que si vous êtes abonné à Marlboro, c'est pratiquement impossible. À un moment donné, vous voyez, c'est des faits très précis et contrôlables. Et ces deux hommes géniaux ont pensé ensemble que, compte tenu du mouvement démographique à travers la planète et du fait que
les campagnes qui avaient commencé à se déserter il y a plus de 2 siècles allaient se désertifier encore plus. Mon père disait il faut que ton frère reprenne le troupeau, parce qu'il parle aux animaux et ils lui répondent. Et toi, dans 15 ans, les brebis te feront chier. Et toi, parle aux hommes, parce que sinon, ils vont continuer à les s'entasser à Paris et à Bordeaux. Et un jour, il faudra des sous-Paris, puis des sous-sous-Paris et des sous-sous-Bordeaux. Et nous, on restera 3 au village, et quand on reste 3 au village, on se bouffe la gueule. Donc, j'avais effectivement entrevu ça. Et pour revenir à nos 2 amis qui auraient dû passer à Nuremberg, j'espère qu'ils passeront au moins à La Haye, eh bien, ils ont construit des fortunes colossales. Et ils ont dit, mais compte tenu de ce mouvement de démographie, la sensibilité des hommes va disparaître, on va voir apparaître la sensiblerie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et lorsque vous êtes dans une barre d'HLM, enfin on ne dit plus d'HLM aujourd'hui, on dit, je ne sais pas comment, et que vous voyez un animal souffrir, au moment même où vous avez bien des fois la tentation de prendre un chien ou un chat comme compagnon, parce que lui, au moins, le jour où vous décidez de l'abandonner, vous n'êtes pas obligé de payer des avocats pour vous défendre, eh bien, vous pouvez être saisi par cette sensiblerie. Et ils avaient vu juste. C'est très exactement ce qui s'est passé. Et en même temps, ils ont vu le service qu'ils allaient rendre aux autres salopards qui allaient polluer la planète délibérément pour des dividendes. Et c'est là qu'ils ont été très forts, parce qu'ils ont inversé les rôles. C'est la raison pour laquelle, pour parler de mon cas particulier, c'est mon frère, c'est les rares qui se sont installés encore dans nos vallées, comme un paysan, ou les paysans d'ailleurs, qui payent l'addition. Parce que c'est eux qui sont à l'origine du trou dans la couche d'ozone, que fort heureusement, avec nos petites mains agiles, on a pu retaper depuis une dizaine d'années. Ça y est, maintenant c'est retapé, on est passé à autre chose. Et le réchauffement climatique, ils sont à l'origine de tout, c'est des salopards. Je garde, finalement je rebondis sur vos mots, vous parlez de salopards. Ça va souvent, mais ça c'est parce que c'est l'indignation suprême. Je suis indigné. Et si j'ai fait de la politique très jeune, c'est parce qu'il y avait en moi un sentiment de rébellion. Alors, je ne supportais pas la condition de mes parents, ni de ceux qui étaient comme partout. Alors dans ce cas-là, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes allé voir Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, on pourrait lui appliquer le qualificatif que vous venez d'utiliser. Bachar el-Assad, c'est un criminel contre son peuple, c'est un dictateur, c'est quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il soit forcément fréquentable. Vous avez décidé d'aller le rencontrer dans son palais en haut de Damas, ce palais assez spécial d'ailleurs. J'aimerais que vous nous racontiez un peu comment on accède à Bachar el-Assad. Pouvez-vous expliquer ça? Alors, comment on accède à Bachar el-Assad? C'est très simple. Hein. Il y a un bus qui nous a transportés, qui nous a laissés sur un parking. Quelques hommes militaires sont venus à notre rencontre. Nous étions 3 députés, nous n'étions pas très nombreux. Par contre, il y avait une très forte colonie de journalistes de France Télévisions qui n'a jamais raconté ce qui avait été dit, de RTL qui a raconté, mais la journaliste qui a été là a été virée. C'était la fille du maire de Saint-Jean-de-Luz, donc on peut la retrouver assez facilement. Et quant à nos courageux journalistes de LCP, payés par nos deniers publics, ils n'ont rien dit non plus. Bon, donc ça s'est passé, on a marché à travers les sentiers, mais la petite anecdote autour méritait d'être racontée quand même. Donc nous avons cheminé, puis moi j'ai pas vu qu'on montait tant que ça, d'ailleurs je pensais plutôt à ce qui allait se passer, parce que j'étais quand même très conscient de ce que je faisais. J'étais déjà allé en Syrie, j'étais rappelé une fois avant, et j'étais en Syrie pour la première fois en 1980.
je ne sais plus combien, mais enfin, bien avant les guerres, comme je m'étais rendu au Liban, avant qu'il y ait la moindre du temps des Gemayel, et même les Gemayel peut-être n'étaient même pas là. Et j'ai un souvenir très précis d'Alep, je ne peux pas résister à l'idée de vous le dire, c'est qu'Alep m'avait frappé pour sa beauté, bon, elle était belle, elle revient dans un certain nombre, mais vous avez vu dans quel état elle a été mise. Et surtout, j'avais vu beaucoup plus de mini-jupes à Alep que de voile islamique. C'est-à-dire c'était comme Tunis ou comme les Champs-Élysées. C'était pareil, vous voyez. Et alors, je voulais voir, après beaucoup de réflexions, après que j'ai quitté le Tour de France que vous avez évoqué en 2013, c'est la seule fois où je me suis interrompu, j'étais à un enterrement aussi, parce que je considérais que mon devoir, pendant ce Tour de France, était d'une telle importance que pour rien au monde, j'étais comme un soldat. Je devais le mener au bout. Voilà. Et donc, j'ai voulu aller voir, et je me suis rendu à Paris en 2013 pour aller voter la participation de l'armée française aux côtés des États-Unis, parce qu'effectivement, j'étais persuadé que Bachar el-Assad avait gazé de manière éhontée le peuple. Et puis après, j'ai regardé, j'étais à la commission des finances, j'ai vu, parce que ça se passe assez discrètement, mais quand même vous le voyez, les énormes ventes d'armes à certains pays aussi sympathiques que l'Arabie saoudite. J'ai vu l'attribution de l'événement sportif numéro 1 au monde, le championnat du monde de football, à l'immense Qatar, qui va construire, vous voyez, tout se rejoint dans mon esprit, des stades sur l'eau qui seront climatisés. Ça, je pense que c'est un gain considérable pour une certaine idée de l'écologie. Et j'ai voulu voir ce qu'était cet homme. Et je lui ai posé la question, mais on avait décidé de faire court pour laisser la place aux journalistes. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je n'ai qu'une question, je regarderai, selon vos yeux, je ne suis pas doté d'éléments surhumains, mais je veux vous voir. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, Monsieur le Président, quand on a infligé à son peuple le gazage que vous lui avez influencé avec des gaz innommables? Et j'ai vu voir quelqu'un qui était interloqué, parce qu'un de mes collègues me dit parler de cette manière-là, mais ce n'était pas violent non plus. Il m'a répondu pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est trop long à raconter ici. Mais j'ai été frappé par sa sérénité. Alors, vous direz que les grands salopard, puisque je terme, sont souvent sereins. Mais ce n'était pas une sérénité d'apparence. Il y avait quelque chose de plus fort que ça. Bon, n'allons pas plus loin. Lorsque j'étais à Alep sortait des combats que vous connaissez, d'une violence inouïe, et on voyait des hommes sortir de sous terre, ils s'étaient camouflés partout, plein de poussière, ils étaient tout noirs. Et vous en aviez d'autres aussi qui sortaient, eux, des amas de murailles, et c'était des soldats. Et qu'est-ce que vous avez vu? Et France Télévisions l'a vu. C'est-à-dire, ces hommes reconnaissaient des militaires, et ils se jetaient dans leurs bras. Vous savez, moi j'ai connu l'Espagne franquiste, j'ai jamais vu un Espagnol se jeter dans les bras d'un soldat de la Guardia Civile. J'ai été à plusieurs reprises dans l'URSS et dans la Russie de Brejnev. J'ai jamais vu un citoyen russe ou soviétique se jeter dans un soldat de l'armée rouge. Hein. Aucun, jamais, jamais, jamais. J'ai vu ces deux exemples. Et là, pourquoi? Parce que c'était une armée de conscription. Et ces hommes avaient été libres de défendre ou pas leur pays. Et au fond, je me suis dit que peut-être que Bachar el-Assad, je ne peux pas tout savoir, a commis l'irréparable, mais il a quand même une chose, c'est qu'il a sauvé l'intégrité de son pays, contrairement à la Libye, contrairement à l'Irak, qui sont des foyers de tension invraisemblables dans le monde, qui résonnent jusque dans Paris, dans toute la France. Pourquoi? Parce qu'il y a un arc qui s'est établi électrique d'une puissance inouïe de part et d'autre de la Méditerranée, et que chaque acte qui est posé là-bas résonne dans certains quartiers de France beaucoup plus fort. Et le pire, c'est que nous n'arrêtons pas d'agiter cet arc électrique. Et j'en veux terriblement à la politique de M. Sarkozy, de M. Hollande et aujourd'hui de M. Macron. Nous sommes des lâches et des menteurs. Alors, je ne sais pas jusqu'où va le mensonge, mais en tout cas, nous ne pesons plus rien.
auprès de ces pays qui étaient nos amis. La Syrie, puisque vous m'avez parlé d'elle, tout le monde pratiquement parle français. Et ils nous en veulent. Nous avons commencé par fermer comme des pauvres types les 2 consulats, puis l'ambassade. Vous ne pensez pas qu'ils auraient été utiles pour le printemps arabe si tant il était qu'il eût existé et qu'il ne fût pas pris immédiatement en charge par Daesh et consorts? Moi, je pense que oui. Eh bien, moi, je demande, je ne suis pas un révisionniste, mais je demande simplement qu'on fasse la lumière. Seulement, je demande des commissions d'enquête, je n'en ai pas. Par contre, je suis actuellement à la commission de la défense et j'aime beaucoup. Parce qu'il me semble qu'il y a une prise de conscience et la manière dont s'expriment nos militaires, nos généralissimes, même la ministre. Voilà, je commencerai à y croire un tout petit peu seulement. Alors ce qu'on voit à travers ce plaidoyer, c'est finalement qu'effectivement il n'est pas évident d'aller dans cet Orient compliqué, Oui. et encore moins avec des idées simples. Jean Lassalle, j'aimerais évoquer avec vous la partie plus humaine, plus littéraire. On sait que dans votre éducation, la lecture a été importante. J'aimerais que vous évoquiez 2 ou 3 ouvrages de référence, ceux qui vous inspirent, ceux qui sont peut-être sur votre table de chevet. Qu'est-ce qui est fondamental dans vos inspirations littéraires? Oh, elles sont très nombreuses et à vrai dire, je n'ai pas beaucoup de mérite et je suis très fier d'ailleurs parce que nos enfants lisent beaucoup. Et on ne peut pas dire que ce soit les efforts surhumains que j'ai faits pour les en convaincre qui aient payé. Je pense que ça, c'est le fait que maman ait été institutrice qui les a un petit peu. Mais enfin, je pense qu'ils sont curieux de même. Moi, je n'avais pas d'autre possibilité. Il fallait faire quelque chose et dès que j'ai appris à lire, d'abord dès que j'ai appris à compter, j'étais très heureux d'apprendre que 1 plus 1, ça faisait 2. Et ensuite, lorsque j'ai appris à lire, j'ai été subjugué par des plaisirs que me procurait la lecture. Et un jour, un professeur, j'étais en 6e, de français, qui était en fait de philo, mais qui faisait du français, me dit « il faut que tu lises Platon ». Bon, j'avais 11 ans. Platon, oui, oui, c'était à la bibliothèque, j'étais à la bibliothèque. Mais vous savez, pour lire Platon, il faut savoir lire, quoi. Donc moi, je lisais du mot à mot, je ne comprenais rien. Ma mère venait fermer la lumière à 3 h du matin, disant mais enfin, c'est pas possible quand même, tu lis encore. Puis après, j'ai appris et je me suis tapé la plupart parce que ce professeur a recommandé à mes parents d'acheter, il y avait une collection des principaux auteurs de la Grèce, puis de la Rome. Donc je me le suis à peu près tapé. Ensuite, parmi les bouquins qui ont créé chez moi certains des mois, il y a La peste de Camus, au hasard. Hein. C'est pas parce que c'est à la mode avec le Covid, là? Oui, peut-être, mais avant même. Avant même. C'est toute cette interrogation par rapport entre le docteur et le curé, notamment. Pourquoi cet enfant est-il ainsi puni par Dieu? Voilà, c'est cette grande interrogation qui, voilà. J'ai été saisi par la beauté du rouge et du noir. Et d'ailleurs, hier soir, sur le coup de l'émotion, j'ai déclaré Gaillard de Van Kestendal était un romancier anglais. Il faut vous dire si parfois j'ai quand même des failles. Bon, et puis sur l'autre grand roman d'amour qu'il a écrit, qui est extrêmement beau et dont le nom m'échappe, comment il s'appelle? Le rouge et noir. Mais non, ça la Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme, je recommande. Fabrice Del Dongo. Mais voilà. Bon, j'ai beaucoup aimé Julien Sorel, vous voyez, des personnages. J'ai aimé comment il s'appelle, le titre de Gaulle, là. C'est aussi illisible, mais au fil de l'épée. J'ai aimé, bien sûr, lire, comme tous ceux qui se piquent un petit peu, les conseils au prince de notre ami Machiavel. Mais bon, j'ai adoré Les raisins de la colère.
Steinbeck. de John Steinbeck. Bon, c'est assez éclectique, vous voyez. Bon. Et justement, dans le côté éclectique, vous aimez aussi le rugby. Alors, si vous avez, enfin, béarnais, c'est presque obligé. Alors on l'a vu récemment hein, avec vos fils que vous êtes allés voir. Bon, finalement, est-ce qu'il ne faut pas retenir l'amour d'un père pour ses enfants plutôt qu'un train stoppé? Non, l'amour pour ses enfants, oui. Mais le fait de stationner sur un passage à niveau, certainement pas. J'ai été en dessous de tout, je suis excusé, parce que ça a été un acte d'inattention, et je vais vous dire à quel point il était malheureusement grave, parce que j'étais pressé, j'étais en retard. Et Pascal était aussi avec une future belle-fille pour aller voir le match. J'avais 2 fils qui jouaient et je voulais être à l'heure. Et puis je vois une place libre alors qu'il y en avait nulle part ailleurs. Et d'ailleurs je me suis dit, quel est le couillon qui a laissé cette place libre? Et alors c'était effectivement le passage à niveau, mais il faut dire que le train avait cessé de siffler 3 fois pendant 50 ans. Mais je n'avais aucune excuse quand même, parce que j'avais participé à l'inauguration de son retour 3 ans avant. Donc il n'était pas grand. Et bon, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Les gendarmes sont venus me chercher, tout le monde a cru que c'est qu'ils venaient pour voir si on avait le masque anti-Covid. Puis ils sont venus me dire, ils m'ont dit, écoutez, monsieur le député, vous avez votre voiture qui empêche le train de passer. J'ai dit, toi, le quoi? Mais vraiment, je suis tombé. Et puis j'ai pensé. Alors là, je peux vous dire que j'ai filé le train. Mais il y avait même une madame gendarme qui voulait se faire photographier, qui voulait un selfie. On a dit non, on va enlever le passage à niveau, là, etc. Et puis, bon, avec des gendarmes, j'ai dit excusez-moi, si vous voulez me mettre les menottes, etc. Et puis j'ai vu le mécanicien du train et l'unique passager, je me suis excusé. Bon, il n'y avait pas de risque de collision, il s'était arrêté 100 mètres avant. Et comme il dépasse rarement de 40 km à l'heure, bon, mais c'est pas, tout ça c'est des excuses, c'est pas bien. Bon, je regrette de l'avoir fait. Mais ça a été un service quand même, parce que j'ai envoyé Aura au crépuscule dont nous parlons à 450 journalistes parisiens. Il y en a 2, je pense, qui m'ont répondu, PPDA et je ne sais plus quel est l'autre, je l'ai dit hier soir, mais enfin, je m'excuse pour lui. Ah oui, c'est des amis que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est les chansonniers. Vous savez, de dernière édition. Ils m'ont invité. Mais par contre, le lendemain de mon stationnement, j'avais à 8 h du matin 150 coups de fil des plus grands journalistes de Paris, dont je ne pensais même pas qu'ils me connaissaient et dont je ne pensais pas avoir le nom inscrit dans mon portable. Donc c'est que je l'avais mis à un moment ou à un autre. Donc, alors justement, c'est une facette, on arrive un peu à la conclusion de ces entretiens, une facette de votre personnalité qui est, que vous évoquez avec franchise dans votre ouvrage. Des fois on dit finalement est-ce que Jean Lassalle n'est pas le pire ennemi de lui-même? Il a son caractère rugueux, il a parfois des sorties, il chante parfois à tue-tête. La personne qui a travaillé avec vous sur des ouvrages précédents dit ce bonhomme-là est quand même difficile à driver sur des entretiens. Bon, est-ce que finalement, quand on est candidat aux plus hautes fonctions, ce caractère n'est pas un handicap? Absolument pas. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être l'une de mes très rares qualités, puisque nous avons parlé, un petit peu visité les temps anciens. Socrate aurait écrit 400 ans avant Platon que celui qui était capable de faire rire pouvait aussi faire pleurer, mais que la réciproque n'était toujours pas vraie. Ah, l'humanité est tragique. Hélas, elle a des embellies. Je veux contribuer à l'une d'entre elles. Je veux participer à ce changement de monde qui a toujours été en Occident un bain de sang. Je veux qu'il soit un printemps radieux. Et pour ce faire, je pense qu'il faut émouvoir. Et vous mettre en situation d'émouvoir que lorsque vous êtes vous-même. Et je crois qu'il n'est interdit nulle part de pratiquer l'humour si vous n'offensez pas violemment. Peut-être que j'ai eu des maladresses, je m'en excuse.
Mais si vous prenez, vous croyez que Churchill serait bien perçu aujourd'hui par la gentry, le général de Gaulle. Je vous cite quelques-uns des hommes que j'admirais. Mandela, vous ne croyez pas qu'il avait son temps de parler, même s'il a pardonné à ses geôliers, pensez que le langage qu'il employait, je ne sais pas. Donc, plus on ressemble à soi-même, plus on ressemble à l'autre. Or, mon rêve sublime, c'est de voir l'homme retrouver l'homme. Très bien. Jean Lassalle. Alors, Juan, me han dicho que hablabas muy bien español. Para la gente que escucha esta video ahora, ¿tienes algunas palabras? Sí, muchas gracias. Y he aprendido el español, un español de Aragón, del Alto Aragón, de los montes, antes de aprender el francés. Y ahora el español me voy olvidándole cada día más. ¿Por qué no lo hablo más? No lo hablo. Y soy muy feliz porque uno de mis hijos ha encontrado una quiliana, Una chica. chica de Chile. Y esto muy bonito, la chica muy bonita y habla muy bonita. El español, como se dice, la lengua de Cervantes, pero es una lengua maravillosa. Sus cantas, no se dice su poesía, pero esto es magnífico, como los italianos los portugueses. Y ¿sabes lo que dicen? Dicen que, voy a decirlo en francés aquí, que l'espagnol est un français tragique. L'italien est un français optimiste. Très bien. Jean Lassalle, pour conclure ces entretiens, on a pour habitude de demander à notre invité de nous présenter un objet ou quelque chose ou un ouvrage auquel il soit particulièrement attaché. Alors je ne sais pas si vous avez cet objet à portée de main. Il prend les trois quarts de ma vie. Alors donc vous êtes soumis à la dictature des GAFA. Je préfère pas savoir ce qu'il y a derrière. Je compte sur la recherche française que je vais relancer pour qu'on ait une intelligence, mais l'intelligence fondamentale française, pour créer à la française l'équivalent du Concorde, l'équivalent de la télévision, parce que nous sommes quand même à l'origine, des voitures, des grands moteurs qui tournent bien, des avions, je l'ai dit. Voilà, je pense qu'on a besoin aussi de ce savoir-faire pour retrouver du Montaigne, pour retrouver, bon, je l'ai dit, du Victor Hugo, mais bien d'autres. La pensée, la réflexion, l'esprit des lois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas appris à me servir de l'ordinateur. C'est incroyable, mais je ne sais pas lire mes mails. D'ailleurs, ça m'arrange de le lire parce que certains amis, bien que Jacques fasse tout son possible, je ne peux pas répondre à tout le monde, parce que je ne les lis pas directement. Mais ça, j'ai appris en téléphonant, puis après j'ai appris qu'on peut faire un SMS, mais je n'ai pas encore réussi à apprendre comment aller sur Google, par exemple, pour trouver mon compte sur YouTube, qui est pourtant l'un de ceux qui a fait le plus de millions de visionnages. Merci Jean Lassalle pour ce moment de vérité. Mon fils Jacques m'avait dit essaie de le faire sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si on y est arrivé, je crois qu'on a abordé un certain nombre de sujets ensemble qui, je n'en doute pas, permettront d'avoir une facette plus large du personnage Jean Lassalle. Merci encore. Écoutez, si vous permettez, vous dire à votre fils que c'est un visionnaire. Je ne sais pas si je suis sorti de ma zone de confort, parce qu'en fait, je ne sais pas où est mon confort. Et par conséquent, je ne sais pas où est mon inconfort.
Mais je dois dire que certaines de vos questions m'ont interrogé. Et je vous en remercie beaucoup. Merci.